Bonjour à tous. Je vois qu'il y a du monde pour cette dernière séance, ce jour de jugement. Mesdames, messieurs, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous jurez et promettez d'examiner avec toute l'attention que je vais vous expliquer. La loi ne demande pas compte aux juges les moyens par lesquels ils sont convaincus. Elle prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Madame Chapuis Isabelle. Madame Chapuis, le sort a fait de vous la jurée numéro 1. Et à ce titre, vous aurez la charge de mener les délibérations. Madame Élodie Dubreuil. Madame Bénédicte Davot. Madame Anne-Marie Clouzot. Monsieur Thomas Nidam. Monsieur Thierry Chénaud. Madame Juliette Fèvre-Mercier. Madame Justine Lequadou. Monsieur Jean Lacoste. Mesdames, Messieurs, vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Karim Bourdon, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni de la société qui l'accuse, ni de ceux des victimes, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider, d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Veuillez vous retirer dans l'auditorium, s'il vous plaît. Et si je peux me permettre un petit édito que j'ai lu dans la presse de ce matin, fort des ans de mon métier, je voudrais vous le lire. Les procès d'assises tels que nous les connaissons ont ceci de particulier, qu'ils rappellent avec la force d'un exemple souvent macabre combien le doute est fort et la vérité fragile. C'est le sens d'un verdict obligatoirement unanime,
En d'autres termes, une miniature goutte d'encre suffirait à altérer la transparence d'un litre d'eau. Bénéficions-la pour cela. Depuis que la justice n'est plus divine, cette goutte d'encre est tout sauf négligeable. Elle incarne notre liberté de citoyen, imprimant le « J'accuse » de Zola jusqu'à l'ultime dessin de Charlie Hebdo. Voilà pourquoi, depuis longtemps, les prétoires inspirent les dramaturges et les cinéastes. Entre les murs se joue une vacillante bataille, non celle de la loi, ni de la vérité, mais bien celle du doute. Et si le spectateur d'un film, selon la coutume, n'est prêt à accepter que 2 hasards, la réalité, elle, se fiche du nombre de coïncidences qu'elle provoque. Par cette réflexion, je vous souhaite une bonne fin de procès. Merci. Mesdames, Messieurs, votre attention. Dans le cadre du projet de réforme, le ministère de la Justice mène une enquête, une expérience pilote. Le président de la Cour et les 2 assesseurs ne participeront pas au délibéré et n'interviendront pas dans vos débats. Et ils ne prendront pas non plus part au vote. Quel que soit votre verdict, il devra être prononcé à l'unanimité. Exceptionnellement, les délibérations ont été transférées dans cet auditorium. Vous êtes priés de laisser ces lieux dans l'état où vous les avez trouvés. Merci. Bon, voilà, on y est. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, on y est, ça y est, et ils nous ont enfermés. Ouais. Il peut bien se passer n'importe quoi à l'extérieur. C'est l'usage. Ils ne font pas semblant, je vous l'assure. 3 jours de procès pour arriver à ça. Mon Dieu, on dirait bien que c'est nous qui sommes en prison. Si quelqu'un a une petite faim, des corps ensanglantés, une langue tranchée, des cutters, non merci, ça ira. Ah, vous, je ne sais pas, mais alors moi je me sens épuisée. Mesdames, messieurs, je vais vous demander de prendre place. J'aimerais vous livrer plusieurs aspects de nos délibérations. Je suis jurée pour la 3e fois et... Il n'y a pas de pain sur la table? Oh, pardon, mais j'aimerais qu'on avance. Hein. J'ai un train à prendre demain matin, un concert à donner, des gens qui ont payé pour écouter, alors avançons un peu. Mais quelle flotte! Vous avez vu quelle flotte? Mais les pauvres viticulteurs, moi je les plains, hein, ça va ruiner leur récolte. Hein. Vous n'enlevez pas votre blouson? Non, non. Il y a des toilettes ici. Mais on n'a jamais vu ça. Tous des règles, tout fout le camp. Une semaine sans voir le soleil, toujours des nuages, toujours la pluie. On s'en sort pas, hein. Ils ont même barricadé les bouches de métro. On se croirait dans un film de science-fiction, c'est surréaliste. Vous êtes sûr que les trains circulent encore? J'espère, parce que j'ai entendu dire... Mesdames, messieurs, je vais vous demander de vous asseoir, nous avons à délibérer. Et à voter. Et après... On travaille tous demain, j'imagine? Non, pas tous. Et moi je croyais que pour la première fois, on nous aurait mis sur un procès pas trop difficile, mais là, c'est horrible ce gosse qui tue ses grands-parents un coup de tuteur. Oui ou non? Oui. La première fois que j'ai été jurée, nous avons eu à juger un acte de cannibalisme. Je vous raconte vite fait. Non, je peux me couper une part de mon salaire. Vous avez faim, vous. On peut commencer? Les questions à trancher sont les suivantes. Monsieur Karim Bourdon est-il coupable d'avoir volontairement ôté la vie à Françoise et Bernard Bourdon, ses grands-parents d'adoption? Que ceux qui votent coupable lèvent la main. Indiscutable. Je ne vous demande pas une réponse immédiate. Pour que les choses soient claires, il faut que la notion de doute raisonnable puisse profiter à l'accusé. Voter coupable, c'est envoyer le prévenu à la perpétuité. Pardon, mais le doute insoutenable, moi j'ai pas très bien compris. Hein. Raisonnable, le doute raisonnable. Mais je comprends pas moi ce que vous dites. Hein. Eh bien, par exemple, Ouais. votre femme qui s'absente de chez vous et qui revient une seule phrase et qui vous dit « Bonjour chérie ». Elle lui dit « Bah t'étais où ?»« Bah chez ma mère. » Alors pourquoi t'as juste pas les cheveux? Oh non, mais ça... S'il vous plaît. Monsieur... Lacoste, Jean Lacoste. Monsieur Lacoste, le doute raisonnable relèverait plutôt d'une intime conviction, d'une série d'éléments contradictoires. Le doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé, mais sur le bon sens et la raison. Ce serait comme un puzzle auquel il manquerait des pièces. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un puzzle, vous dites? Oui, c'est un exemple. Mais dans un puzzle de 5000 pièces, quand il en manque 5, c'est à la fin qu'on s'en aperçoit.
Alors c'est tout à fait clair pour moi. Merci bien. Pour ouvrir les débats, je vous propose un premier vote à main levée. C'est parfait. C'est parfait, pourquoi? Ou sinon, nous votons et nous discutons ensuite, c'est comme vous voulez. Il me semble qu'on pourrait voter et débattre après. Pourquoi ce procédé plutôt qu'un autre? Parce qu'il n'y a pas 3000 façons d'aborder la question. Soit on vote et on discute, soit on discute et on vote. C'est ce que je viens de proposer. Pardon, mais vous avez dit l'inverse. Vous avez d'abord proposé un premier vote à main levée. Ça revient au même. Donc, votons et discutons ensuite s'il y a lieu. Monsieur Karim Bourdeau est-il coupable d'avoir volontairement ôté la vie à Bernard et Françoise Bourdeau, ses grands-parents d'adoption? Que ceux qui votent coupables lèvent la main. Je ne me sens pas très bien. Pardon. J'aimerais m'allonger. Est-ce que je peux m'allonger? Ça va, mademoiselle? Ça va, enfin non, ça va pas. Oh, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours et le procès, ça va pas. Mais donnez-lui de l'eau! Vous voulez qu'on appelle quelqu'un, un médecin? Je suis médecin, laissez-moi faire. Mais reculez, laissez-la respirer. Ça va aller, ça va. Pardon, c'est contre ma volonté. Ah, mais je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Il nous a fallu supporter tous ces jours, ce procès-là. Ah, est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres? Ah non, vous n'ouvrez pas les fenêtres, hein, c'est une vraie patinoire. Mais ouvrez les fenêtres! Voyez bien que la petite a du mal à reprendre sa résumation. Elle est asthmatique, vous êtes asthmatique? Non, je suis hypégiaphobe. Je souffre d'hypégiaphobie. C'est quoi ça? La peur panique des responsabilités. Pardon, c'est un peu confus ce que je dis, mais quand vous avez parlé de peine à perpétuité, ça m'a fait un trou dans le ventre. Juré, me voilà juré. Il a fallu que ça tombe sur moi. Vous voulez un Doliprane? J'ai du Doliprane. J'en ai toujours sur moi. Un trou dans le ventre. Vous ne pourrez pas fermer les fenêtres, on s'entend plus. Ça va aller maintenant. Ça va aller, ça va aller. J'ai appris à gérer ces accès de panique. Détendez-vous. Je connais un très bon acupuncteur, si vous avez besoin. On peut continuer? Je réitère donc la question. Monsieur Karim Bourdon est-il coupable d'avoir volontairement ôté la vie à ses grands-parents d'adoption? Que ceux qui votent coupables lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec moi, 8. Madame, vous votez? Vous levez la main? Je ne lève pas la main. Je vote non coupable. Alors, je suis pas rendu, c'est moi qui vous le dis. Ça va mieux? Vous avez besoin de quelque chose? Ça va aller, merci. Vous faites quoi dans la vie? Je suis graphiste. J'aimerais juste qu'on parle un peu de ce garçon. Est-ce qu'on peut? Après tout, on est là pour ça, et puis il faudrait peut-être comprendre ce qui s'est passé là pour nous envoyer à la perpétuité. Il faudrait peut-être qu'on échange, qu'on fasse un tour de table, qu'on en parle entre nous. Et puis moi, cette notion de doute, ça me va. Vous peut-être, mais alors moi, pas du tout. Je n'ai pas envie de palabrer des heures pour au final en arriver au même résultat. J'ai un train à 5h12 demain matin. Je laisse imaginer l'état dans lequel je vais être pour les répétitions et le concert qui va suivre. Je suis désolée, mais un tour de table me paraît tout à fait démocratique. Oui, il faudrait qu'on s'exprime chacun à notre tour d'une façon nette et précise. C'est obligatoire, ça? Oui, parce qu'on pourrait exposer nos arguments chacun à notre tour, après tout. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'on pourrait faire ça et que ça pourrait être salutaire pour tout le monde. Un petit poids. Et on connaît tout de ce procès. En long, en large et en travers. La veille du crime, Karine Bourdon, adolescente d'origine comorienne, adoptée par une famille française, tout le monde suit? Il a réclamé de l'argent à ses grands-parents. Il est coutumier du fait. Les grands-parents refusent, la discussion s'envenime, la grand-mère appelle le père de Karine, le grand-père n'en peut plus, il gifle son petit-fils, pendant qu'au téléphone, la grand-mère hurle « Il va nous tuer !» Bon, le lendemain, Karim revient chez ses grands-parents adoptifs. D'accord? Il éventre son grand-père au salon. Après ça, il monte dans la chambre de la grand-mère et il lui tranche la langue. Après ça, il brise une fenêtre et il s'en va. Et quelques minutes plus tard, il revient chez ses victimes par la porte de derrière et quand la police arrive sur les lieux, il est couvert de sang. C'est bien ça, non?
quel principe? D'arrêter de toucher à tout? Non, sur le principe d'un tour de table. Bon, je me coupe une rondelle et j'arrive, hein. Vous venez ici. On va pas s'en sortir, sinon tout le monde vous attend, vous mangerez plus tard, s'il vous plaît. Je peux commencer? Ce doute raisonnable dont vous parliez. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de doute. L'avocat de la défense n'assume aucun trouble, aucun doute dans mon esprit. Et personnellement, quand je vois un chat passer, je ne me demande pas si c'est un lapin. Nous sommes ici pour juger un crime. Il se trouve qu'il y a des preuves indiscutables. Expliquez-moi comment un doute ne pourrait-il pas être raisonnable? Si tout vient à l'esprit, c'est qu'il est forcément raisonnable. Sinon, pourquoi douteriez-vous? Mais c'est quoi ce bouillon de culture? Un argument. Continuez. Je suis sûre de rien, moi. J'attends pour me faire une opinion. Vous en avez pas. Ah bah je sais seulement que Karim zigouille ses grands-parents adoptifs, qu'il éventre son grand-père et qu'il tranche la langue de sa grand-mère. À coup de tuteur. Mais ça c'est du détail. Je sais que son père est venu témoigner à la barre. Il a entendu la grand-mère crier « il va nous tuer » au téléphone. Et tout le monde a le téléphone, ça ne prouve rien. Pas plus qu'un père qui témoigne contre son fils et qui lance à la barre « mettez-le en prison, je ne sais plus quoi en faire ». Quant à l'expert psychiatre, il le dit qu'un enfant adopté c'est toujours compliqué. Il y a quelque chose en lui qui sommeille. Et ça finit toujours par se réveiller, par se révéler. Ça s'appelle l'atavisme. Vous vous trompez. Pardon, vous vous trompez. Je peux vous assurer que l'adoption est beaucoup plus mystérieuse et complexe qu'elle ne se résume pas à une série de clichés. Il y a des années de cela, des collègues chercheurs ont mené une expérience passionnante sur des rats. Vous avez l'heure, vous? 19h. Vous prenez une famille de rats. Vous isolez un descendant direct, mâle ou femelle, peu importe. Et vous le placez dans une autre cage avec une autre famille, en vous assurant que les ADN soient différents. Et vous le laissez grandir. Ce jeune rat adopté fait à son tour d'autres petits rats. Et on constate que cette troisième génération de rats est génétiquement plus proche des grands-parents adoptants que de la famille biologique. Votre principe sur l'atavisme ne fonctionne pas. Rien n'est jamais simple. Très intéressant. Très, très intéressant. On n'a jamais vu un chien mordre la main qui l'a nourri. Hein, donc ils sont enragés. Alors dans ce cas-là, faut le piquer. Voilà ce que je dis, moi. Bon, et l'autre expert? Personne n'en parle? Il existe des adolescents malades qui n'attirent pas l'attention sur eux. Une schizophrénie latente peut se manifester au grand jour sans aucun signe avant-coureur. Je l'ai noté, regardez, c'est écrit ici et j'ai souligné en rouge. Et c'est un psychopathe d'après vous. Est-ce que c'est réellement un malade mental? Non! C'est un tueur qui a préparé son coup. Un coup de cutter ici, un coup de cutter là et que je te tranche ta langue et tout ça. Quoi? Pour de l'argent. Qui n'a pas trouvé? Et qui vous dit qu'il n'a pas trouvé et qu'il n'est pas allé le planquer? Tout à fait plausible, hein? Plausible, hein? Attention, faut pas se tromper sur mon compte, d'accord? Je n'ai rien contre les enfants adoptés, ni contre les immigrés. Au moment que tout le monde gagne son pain au travail. D'ailleurs, j'en engage moi-même des immigrés. Et je les salarie. Des Polonais, des Marocains, des Portugais. Et des Comoriens aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son crâne et pourquoi ses parents ont baissé les bras? J'ai un gosse, moi aussi. Je suis là pour lui. Et au moindre pépin, je peux vous garantir que je ne l'abandonnerai pas. Être abandonné, là, c'est ce qu'il y a de pire. Mais vous y connaissez quelque chose à l'abandon? Et quand je pense à la vie de ce gosse, ça me fait horreur que j'y peux rien. Ce sont les parents, ils sont responsables, là. C'est eux qu'on devrait juger. Oh, ça va, faut pas non plus exagérer. Hein. Vous pourriez arrêter de relever votre jambe, vous, là? Bon, on pourrait continuer le tour de table. Vous aviez terminé? Entre le voisin et l'auxiliaire de vie, ça fait 2 témoins oculaires qui l'ont formellement reconnu. Et dans sa garde à vue, il a tout avoué. Nous avons ses aveux. Ça ne vous paraît pas bizarre qu'il n'ait pas prononcé un seul mot depuis? Pourquoi est-il devenu muet? Il y a des silences qui sont éloquents. Il n'y a pas à tergiverser, vous savez. Bien sûr, on peut tous là exprimer ce qu'on a à dire, mais ça ne fera pas avancer l'affaire. Ou au contraire, ça renforce mon jugement. Il est coupable avec préméditation. Monsieur, vous voulez poursuivre? Non, non, je n'ai rien à dire. Je préfère... Typique. Vous dites? Je dis typique. Du français qui râle toute l'année et quand on lui offre la possibilité de s'exprimer, il préfère s'exprimer. C'est mon tour. Alors, pour moi, l'histoire, ça coupe de source. En plus, il le dit lui-même.
même qu'il est coupable. Je vais sûrement pas le contrarier, on me traiterait de raciste. Eh bien exactement, je suis bien de votre avis moi aussi. D'autant que les racistes ne sont pas toujours là où l'on veut qu'ils soient. Non, mais vous avez vu ce que ça donne les immigrés ensemble. On a envie d'y croire à l'intégration, non? Quelle intégration? Mais quelle intégration? Ils sont 30 par classe. Il y a des juifs, des non-juifs, des catholiques, des musulmans. On les parque dans des salles. La plupart sont analphabètes. Quand ils arrivent dans mon collège, ils ne savent ni compter ni lire. Mon métier, ce n'est pas d'intégrer, c'est d'enseigner notre langue. C'est de donner un maximum de chance à des enfants qui n'en ont aucune et qui n'y croient plus. Quand vous interrogez un gamin de 14 ans et que vous lui dites « Tu as eu d'excellentes notes au premier trimestre, tu étais le premier de ta classe. Pourquoi depuis quelque temps est-ce que tu sèches les cours, tu collectionnes les zéros, tu mens ?» Et qu'il vous répond « Pour faire comme tout le monde, vous tombez des nues. » Et le moment où vous vous dites « À quoi je sers? À quoi je sers ?» Oui, enfin, pour moi c'est surtout une question de respect. Moi quand un type me dit « Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît », même s'il ne maîtrise pas la langue, même s'il me tutoie, comme c'est coutume dans leur pays, eh bien moi, j'ai tendance à faire des efforts. Et ça, c'est le respect. Quand je vous écoute, je pense au SCS qui savait si bien donner des leçons, qui plaçait très haut la leçon de faire. Oh, monsieur, je vous en prie, hein. Minable. Et bien ça nous fait au moins un point commun. Bon, il y a une personne essentielle dans ce drame, c'est l'auxiliaire de vie. Suzanne Blanchard. C'est ça. Elle a assuré qu'elle avait vu Karim monter par l'escalier à l'instant même où elle se rendait chez les victimes. Elle l'a vu monter, elle était à 2 mètres, elle ne peut pas se tromper. Elle sonne au portillon, elle entend des cris, elle avance vers la porte d'entrée et voit Karim par l'escalier monter à l'étage. Elle ouvre la porte et découvre le cadavre du grand-père, c'est ça, je ne me trompe pas. Elle monte malgré tout les escaliers et trouve la grand-mère étouffée dans son sang et Karim qui détale par la fenêtre. Et elle prévient immédiatement la police. Ouais, c'est pas mal du tout. Vous voulez dire quelque chose? Il reste 2 personnes qui ne se sont pas exprimées. Karim est un gamin, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Mais tous les gamins ne sont pas identiques. Tous les gosses n'insultent pas leur prof comme il l'a fait. Tous les gosses n'agressent pas leurs potes avec un tuteur dans la cour de l'école. Tous les gosses ne volent pas des portables dans la salle des profs, ni de l'argent dans le sac du conseiller d'éducation comme lui. Hein. Ben oui, et tous les gosses ne consomment pas obligatoirement du cannabis, et tous les gosses n'en font pas un commerce comme lui. Oui, c'est ça. Je voudrais dire, le voisin de Karim, des grands-parents de Karim, c'est le voisin qui l'a vu sortir par devant? Non, par derrière, vous vous souvenez? Le voisin l'a vu sortir et entrer. Pardon, Par l'arrière de la maison. pardon, il l'a vu sortir ou entrer? Alors j'ai raison, vous avez raison, il l'a vu. Vous voulez de l'aide? Et j'avais noté, mais je ne retrouve pas. Ça, l'ignorance, c'est un métier à haut risque. Hein. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Le voisin a vu Karim entrer par la fenêtre, oui ou non? Monsieur, je crois que vous vous trompez. Ouais, pardon. Il l'a vu entrer et sortir. On ne pourrait pas ranger ce dossier, là, moi je ne retrouve rien. Hein. Bon, ce serait votre rôle d'organiser les débats. Vous avez vu tout ce bazar? Vous voulez ma place? Je vous la laisse, hein? Non, merci, je le fais déjà toute l'année en classe. Alors laissez-moi mener les débats comme je l'entends, je vous remercie. Ah, voilà. Je disais donc, le voisin a vu sortir Karim et entrer à nouveau par la porte de derrière. Il est donc revenu sur la lieu sans crime, puisque les heures correspondent, et que les pendules ne mentent jamais. Bien. Merci à tous. Je suis la dernière à prendre la parole, en fait, l'avant-dernière. Mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je n'ai rien à ajouter. Madame, c'est votre tour maintenant. Vous allez vous allonger? Ouais, c'est à vous, on vous aide. Allez-y. Ce que nous avons vécu pendant ce procès a été pesant pour tout le monde ici, je crois. Ah ben jusque-là, on est d'accord. Et pour ma part, j'ai été heurtée, voire même dégoûtée par le comportement des journalistes qui fouillent et qui tentent par tous les moyens de débusquer un scoop, de soutirer une information aux avocats, aux spécialistes. Et ce quotidien qui titre coupable et le portrait de l'accusé s'étale dans les journaux, à la télé, comme l'homme à abattre. C'est naturel, hein, c'est notre époque. Le procureur qui se recoiffe avant d'être interviewé, c'est notre époque, ça. Mais on est où, là? Et le député maire qui donne son avis comme s'il faisait partie de la cour? Ça ne vous dérange pas? Moi, je me sens tellement prise au piège par toute cette
l'Ardèche, vous serez tranquille. Pas d'internet, pas de radio, pas de 4G, pas de télé. Qu'est-ce que vous dites? Rien, je vais inventer. Ah mais on a Internet en Ardèche, qu'est-ce que vous croyez? Eh, vous connaissez l'Ardèche? Trop de tout dans ce procès, trop d'évidence, trop de jugements expéditifs. Je vous ai posé une question. Connaissez-vous l'Ardèche, oui ou non? On pourra se concentrer. Mais cette dame a suivi des choses sur l'Ardèche. Je voudrais savoir si oui ou non vous connaissez ce département. Je vous ai dit que c'était une blague. Non, je ne connais pas l'Ardèche, mais je suis sûre que c'est un département formidable, un grand département. Peut-être même le plus grand département. Mes territoires d'outre-mer compris, hein. Ça va là? Ouais, merci. Et il y a du bon vin en Ardèche. Mais taisez-vous, j'écoute! Bon, donc, d'après vous, trop de médiatisation nuirait à la bonne marche d'un procès. En quelque sorte, oui, puisque ça nuit à notre objectivité, à notre impartialité. Mao, Staline et Hitler auraient été d'accord avec vous. Quant à moi, je préfère l'information au silence. Je vous parle de l'obscénité de ce procès, pas des procès en général. Et Kadhafi et Ben Laden. Bon, t'es mort. Allez, au suivant. Moi, ça fait gagner du temps. D'ailleurs, si on pouvait embrayer et passer la seconde, ce n'est pas avec les indemnités que nous verse le tribunal que je vais pouvoir me payer ma complémentaire. Oui, avançons, s'il vous plaît. J'ai pas fini. L'intervention des psychiatres était lamentable. C'était absurde. J'en étais gênée pour eux et pour le gosse aussi. Eh bien, vous leur direz, dès qu'on sera sorti de cette salle, je suis sûre qu'ils apprécieront. Surtout Karine. Si c'est de la rabrouer sans cesse, voilà, mais c'est très pénible. Je peux continuer, par exemple. Expliquez-moi, comment l'accusé pourrait être à la fois schizophrène et responsable de ses actes? Comment il pourrait être avec des comportements compulsifs? Il n'y a même pas de dossier médical à son nom. Les psychiatres se sont complètement improvisés. Ils auraient lu dans le marc de café que ça n'aurait pas été moins précis. Non, et non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous comparez les psychiatres à des cartomanciens, à des escrocs. Savez-vous combien d'années on doit sacrifier pour pouvoir exercer sa spécialité? 10 ans. Et au bout de ces 10 années-là, vous devez passer une thèse pour avoir seulement ensuite le droit d'exercer. J'ai mis 12 ans pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Médecin-chef du service des urgences. J'aime mon métier. Je ne regrette rien. J'ai tout sacrifié pour lui. Je l'ai choisi. Et s'il vous plaît, je vous demande de respecter les spécialistes. Juillet 82. Ah, vous oubliez juillet 82. France-Allemagne. La rencontre sommet du choc des cultures. Le rouleau compresseur allemand contre le génie français. À la 57e minute, Bossis récupère la balle. La passe à Platini, qui voit Batiston dans l'axe. Ouverture lumineuse. Batiston est seul face au gardien dans les 16 mètres. Il tire, la balle passe à côté. Assaut du bouton. Batiston est au sol. Il est sonné. Schumacher a atomisé Batiston. Le gardien allemand, en retard sur sa sortie, il a séché net. Alors là, normalement, il y a carton rouge. Il y a penalty. Mais non, lui, là-bas. Et il siffle 6 mètres. 6 mètres pour les Allemands. Non mais, la faute là, putain, tout le monde l'a vu. Le public, les joueurs, les téléspectateurs, mais c'était un attentat. Batiston est au sol, l'arbitre doit faire quelque chose, il ne fait rien. Alors, je le dis haut et fort, cet ingénieur balistique, ce grand professionnel du fair-play s'est rendu responsable de la plus grande injustice de l'histoire de tous les mondiales. Alors excusez-moi, mais les spécialistes surdiplômés, c'est du pipeau. On cherche des spécialistes. Et ce match, qui l'a gagné? Prolongation, tir au but. Il y a des parties très longues. Moi, je vais me chercher une bière. Il n'y a pas de bière. Je sais très bien qu'il n'y a pas de bière dans cette foutue salle. C'est pas arrivé. Merde. Vous l'avez vu, l'avocat de la défense? Entendu? Il suait à grosses gouttes. Il se trompait dans les noms, il se perdait dans ses notes, il bafouillait. Il a été commis d'office, il a fait de son mieux. On ne peut pas lui en vouloir. Et puis surtout, c'est indéfendable. Il
se fichait pas mal de défendre ou non l'accusé. Cette affaire ne lui rapportera pas un centime. Et puis, il y a autre chose qui me gêne. Oh là là, s'il m'arrive quelque chose un jour, je vous prends comme avocate, moi. Les empreintes de Karim n'ont pas été retrouvées sur l'arme du crime. C'est un fait. Quand la police a découvert Karim, il ne le portait pas dedans. Ben, c'était pas la saison, hein. Mais les deux ont été retrouvés sur place. Karim et l'arme. Vous pensez vraiment qu'un schizophrène, drogué, dealer, enfant adopté, avec trouble obsessionnel compulsif, aurait eu la présence d'esprit d'effacer ses empreintes et malgré tout il serait resté? Mais pour quelle raison? Bon, Karim a été stoppé par l'auxiliaire de vie et il s'est échappé. Il a très bien pu revenir pour effacer les traces. On a le témoignage du voisin. Tu l'as vu sortir. Non. Il l'a vu sortir, puis entrer. Mais les assassins reviennent toujours sur les lieux de leur crime. Et ça prouve qu'il était pleinement conscient de ses actes. Karim n'est pas un calculateur, ça paraît clair pour tout le monde. Et qu'est-ce que ça change? Quelqu'un entre chez les grands-parents, il les tue, puis Karim arrive, ce qui pourrait expliquer pas mal de choses. Ce sera un énorme concours de circonstances. Mais bon, admettons, c'est une supposition. Non, c'est un postulat. Bon, je propose un vote à bulletin secret. Si je suis toujours la seule à penser que cette affaire comporte des zones d'ombre, alors je me rallierai à votre décision. En revanche, si un seul d'entre vous vote non coupable, alors il nous faudra reprendre les débats. Donc votons pour la seconde fois si tout le monde est d'accord. Deuxième fois, seconde implique qu'on en aurait terminé. Le terme deuxième stipule qu'il peut éventuellement y en avoir une troisième. C'est réconfortant. Je vote coupable. Attendez. Mais attendre quoi? Vous pouvez me le dire? Mais j'en peux plus, moi, d'attendre. J'attends à la poste, au supermarché, au parking, au feu rouge, au restaurant, au téléphone. J'attends que mes voisins déménagent, parce que j'en ai ras-le-bol de leur fête jusqu'à 3h du matin. J'attends que mes employés me disent merci. Parce qu'aujourd'hui, un patron, et alors qui plus est une patronne, c'est devenu l'homme à abattre. J'attends que tout redevienne normal. Alors oui, je vote coupable. Mais parce que ce type-là qui fait la peau à ses grands-parents, c'est pas normal. Ce mec qui abuse ses parents, c'est pas normal. Ça n'est pas dans l'ordre des choses. C'est un criminel. Et c'est un traître. Qui mérite... Vous savez ce qui est normal, vous? Vous savez ce que c'est d'être normal, vous? Ça, c'est moi à 15 ans. Est-ce que j'ai l'air normal? Tous les ans, mon père me prenait en photo pour mon anniversaire devant ce figuier. Est-ce qu'il a l'air normal, ce figuier? Eh bien, vous savez ce qu'il y a ce figuier, là? Il y a mon chien Toby. Mon petit chien Toby battu à mort par ma mère jusqu'à ce qu'il crève sous mes yeux. Est-ce que vous voyez ma mère? Elle caressait son chien comme ses enfants. Un coup de pelle et de bâton. Est-ce que c'est normal? Eh ben, j'ai enterré mon petit chien Toby sous le figuier. Et j'ai enterré ma mère avec ce jour-là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai commis un crime moi aussi? Est-ce que vous m'accuseriez d'avoir commis un crime abominable? Et ma mère alors? Est-ce que vous la condamneriez pour avoir assassiné mon petit Toby? Alors vous vous dites bien sûr, c'est pas la même chose, c'est un chien. Eh bien moi je vous dis que c'est pareil tout ça. Parce que l'enfant qui voit mourir son chien sous la haine des autres, eh bien il apportera bien vissé en lui cette haine. La haine de l'espèce humaine, et toute sa vie l'apportera en lui. Est-ce que c'est normal? Être normal, c'est tuer délibérément le chien de son gosse, le seul être vivant qui ne lui faisait pas de mal. L'important, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on tait. Alors ne venez pas me bassiner avec votre normalité. Moi, ce qui est normal, ça me dégoûte. Bien, bien, bien. Bon. Est-ce qu'on peut passer au vote? Que chacun écrive oui pour coupable sur un petit bout de papier et non pour non coupable. Et je procéderai ensuite au dépouillement. On peut le faire à voix haute, hein, moi j'ai rien à cacher. Moi non plus. Procédons de cette façon, allons-y. Quelqu'un à l'heure? Avant de vous payer votre complémentaire, vous, c'est pas mieux de vous acheter une autre. Merci. Merci.
coupables et coupables. Ce qui nous fait 7 votes coupables et 2 votes non coupables. Tout le monde est d'accord? Ça vous amuse? Non mais moi je commence à trouver ça ennuyeux qu'un type comme ça nous fasse perdre notre temps à tous. Et vous êtes dans un tribunal ici, pas au café du commerce, hein? Vous avez voté coupable tout à l'heure. Maintenant vous la quittez? Mais vous n'avez pas plus de cervelle que votre chien sous le figuier. Vous attendiez à quoi? Est-ce que tout le monde révise son jugement et que tout finisse bien? Des mous et des lâches. Et vous, avec votre maladie, votre hypégiaphobie, qu'est-ce que vous essayez de nous prouver? Que chaque personne présente ici peut fuir ses responsabilités? Faut grandir, hein. Faut les prendre, vos responsabilités. Moi, j'ai grandi à 8 ans. Et vous, c'est prévu pour quand? Nous sommes responsables de notre destin. Voilà la vérité. Et les paroles sont des actes. C'est moi qui ai voté non coupable. Mais c'est quoi ce jeu? J'ai voté non coupable non parce que je le crois innocent, mais parce que ce garçon mérite qu'on s'intéresse à son cas. Je suis peut-être un peu sourd de l'oreille droite, mais j'entends bien côté cœur. Qu'est-ce que c'est qu'une heure dans nos vies? Ah, c'est une heure. Mais vous êtes jeune, bon sauté, vous avez visé tout l'avenir devant vous. Mais lui, sur l'envoi en prison à perpétuité, que sera sa vie? On parle d'une vie. C'est sa vie qui est en jeu. Qu'est-ce que la perpétuité, pas la mort? Oui, une vie, c'est ce que je dis. La perpétuité n'existe pas en France. On prendra 25 ou 30 ans, pas davantage. Pas davantage, vous dites? Mais vous croyez qu'après 30 ans de prison, on retrouve sa vie là où on l'a laissée? On parle de quoi, là? C'est ça, ils nous ont le coup, là. Quand vous secouez une bouteille de très bon vin, il faut attendre un moment avant de le boire. Il faut qu'il décante avant qu'il se révèle pleinement. Qu'est-ce que vous me conseillez comme vin avec un gigot bien saignant? Attends, et on dit que les artistes sont sensibles. J'ai envie de gigot! Ce soir, je me fais un gigot! Bon, excusez-moi, mais moi je vais prendre un peu l'air, hein. Vous ne pouvez pas sortir. Et j'ai le droit d'aller pisser quand même, non? Bon, écoutez, faisons une pause. 10 minutes, pas plus. Nous reprendrons les débats ensuite. Je peux vous poser une question? Pourquoi j'ai voté non coupable? Oh non, ça ce sont vos affaires. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça veut dire vieillir? Je crois, oui. Croyez savoir, mais vous ne savez pas. Eh bien écoutez, je vais vous en apprendre une bonne. Vieillir, c'est se putrifier de son vivant. Voilà. Vous savez combien ça coûte une maison de retraite médicalisée par mois? Dites un prix. 3 500 €. Vous imaginez le nombre de concerts que je dois enchaîner pour ramener 3 500 € à une femme qui ne sait plus qui je suis et qui s'en fout? Vous imaginez la galère dans laquelle je me trouve quand il ne me reste plus rien et que je dois encore payer la bouffe, l'électricité, le loyer, la voiture? Non, vous n'imaginez pas, parce que vous êtes trop égoïste pour ça. C'est votre droit de voter non coupable et de défendre ce gosse. Mais moi, il faut que j'aille faire ce concert. Il faut que je ramène du fric. Encore et encore. Sinon, elle va crever, ma mère. Ils vont la foutre à l'hospice, avec des bouts de ravioli sur sa serviette et de la pisse sur sa chemise de nuit. J'aimerais qu'elle reste digne, ma mère. Alors, Madame Mère Teresa, Sœur Emmanuel et Abbé Pierre, vous voulez que ce gosse soit libre, mais n'enfermez pas les autres avec vos théories débiles. Démerdez-vous comme vous voulez. Mais putain, laissez-moi faire ce concert! Et si ce gosse était vraiment innocent? Franchement, je m'en fous. C'est chacun pour soi. Et si ce gosse était innocent? Qu'est-ce qu'on fait? Ce stylo, il m'agace. Il se bloque, il sèche. Prenez-en un autre. Non. Non, c'est mon stylo, c'est celui-là que je veux. Vous êtes toujours aussi aimable. Oui, je crois que c'est hormonal, j'en suis même sûre. Ah, vous êtes enceinte. Félicitations. Merci. Mais s'il n'a pas de père, je ne peux pas le garder. Il y a des femmes qui rêvent de tomber enceinte et d'élever leur enfant toute seule.
Moi, c'est au-dessus de mes forces. Vous trouvez ça égoïste? Moi, je trouve que c'est responsable. Et puis, donner la vie dans ce monde de dégénérés, non merci. Alors, autant passer à autre chose et on n'en parle plus. Il n'a pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de lui. J'ai raté quelque chose, non? Vous êtes sûr que vous voulez pas prendre un autre stylo? On peut reprendre les débats? Alors, Putain, mais c'est pas vrai, vous êtes cinglés! pardon, c'est parti! Mais je vois bien que c'est parti! Mais faut vous enfermer, vous! Je suis désolée, vraiment. Il faut mettre de l'eau vite! Non, surtout pas d'eau. Mais me calmer! Mais c'est ma chemise de concert! Et vous n'avez qu'une seule chemise? Mais oui, je n'ai qu'une seule chemise! Pourquoi? Vous voulez m'en offrir une autre? Il faut appliquer du jus de citron et du sel. Du jus de citron. Et pourquoi pas un mojito, tant qu'on y est? Du jus de citron et du sel. Ah, mais c'est bien ce que je dis. Un mojito. Je suis vraiment désolée. Ah, je vous avais prévu. Hein. Mais vous agitez votre stylo comme une gamine. C'est évident, quand on secoue un stylo plume, ça arrose. Ce n'est que donc, c'est pas trop grave. Et je monte sur scène à poil. Ben oui, du pop l'a fait, hein. Elle a dit Gaga aussi, hein, n'importe quoi. Je verrai le pressing. Mais quand? Mon concert est demain soir et mon train part à l'aube. Vous comptez réquisitionner un pressing? On ne peut même pas sortir d'ici. Mais soyez poli avec la dame. Mais enfin, si une nana vous vomit dessus, vous vous excusez et vous lui filez votre carte de visite. N'importe quoi, regardez ma chemise. Ah, c'est original. Voyons aussi la mode. Vraiment navrée, je ne sais pas quoi faire. Ne faites plus rien du tout, ça sera parfait. Est-ce qu'on pourrait revoir les photos du crime? Quand elle a fait gicler l'encre sur ma chemise, Non, l'arrestation Karim. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Toutes les tâches ne sont pas identiques. Il en existe plusieurs sortes, plusieurs types. et il y en a déjà 2 dans cette salle. Alors là, bravo. Ah si, je dis bravo. Je vous avais pris pour la porte-parole de la veuve et de l'orpheline. La bonne conscience de l'humanité. Mais en fait, vous êtes l'incarnation de Dieu sur terre. La justice divine faite homme. Femme, plutôt. Oui, bon. Comment ça? Oui, bon. Ben, pardon, mais c'est vraiment pas le moment. Qu'est-ce que vous essayez de nous démontrer avec vos différents types de tâches? C'est ridicule. Quand j'en ai entendu. Eh bien, quand Madame a envoyé l'encre sur Madame, l'encre s'est retrouvée propulsée de manière dynamique. J'aimerais donc vérifier sur les photos comment sont les tâches. Ça tombe bien. J'ai loupé la dernière saison de Dexter. Et vous auriez pu me dire que c'était sa famille. Ah, mais c'est sérieux ce qu'on est en train de faire. Vous arrivez de tout comme des gamins. Sérieux, ça, excusez-moi, mais cette histoire de tâche d'encre, c'est n'importe quoi. Ça fait plutôt penser aux exercices de maths, vous vous rappelez? Quand les trains vont-ils se croiser et quel robinet va se remplir le premier et tout le bazar? Alors allons, comment pouvez-vous comparer les problèmes de robinet qui fuit avec une affaire de meurtre? Vraiment? Et vous croyez vraiment que la police aurait négligé cette piste? Bah, les incompétents n'en trouvent partout. Comme les tâches. Non mais il y a vraiment des discussions qui m'échappent. On est en train de chicaner sur des probabilités et on perd un temps fou. Je trouve ces histoires d'une débilité affligeante. Hein. Une tâche, c'est une tâche. Point. Détrompez-vous. On appelle ça la morpho-analyse. En fonction de l'angle d'attaque, de l'objet utilisé, du poids des corps, de la position des victimes et de l'agresseur, des mouvements, du nombre de coups portés, les traces de sang sont différentes, vous avez raison. Elles ne se positionnent pas de la même manière. Et si par exemple je vous tranche une veine ou une artère, le sang ne jaillira pas de façon analogue. Donc, ne provoquera pas les mêmes tâches. Bon appétit. Mais c'est comme quand on tue le cochon. Si on lui tranche une veine du cou, ça pisse partout. Mais si on cisaille une artère, je la remarque. Ça partait en jeu. Et là, ça part en mode boudin. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant,
sont éclatés, oui ou non? Oui, et regardez le t-shirt de Karim. Le sang y est très abondant. Beaucoup trop. J'ai un peu de mal à vous suivre. Ah bah, vous n'êtes pas seul. Ce sont des traces de sang passives, exclusivement dues à la force de gravité, alors que sur les murs, ce sont des traces de sang projetées. Si Karim a bel et bien éventré son grand-père, il devrait avoir sur son t-shirt des traces de sang comme sur le mur. Or là, son t-shirt paraît avoir absorbé le sang comme après un long contact. Il a pu s'y reprendre plusieurs fois. Un coup de cutter ici. Le sang gicle sur le mur. Le grand-père ne tombe pas. Il vacille. Karim le rattrape. Il se débatte. Il lui plante à nouveau son cutter. Et là, il finit par le maintenir au sol et il achève. D'où le t-shirt imbibé de sang. C'est un peu tiré par les cheveux, non? D'autant que le rapport de police fait état d'une seule entaille nette et précise tout au long du ventre. Non, ça me paraît peu probable. Alors, qu'est-ce qui est probable? Imaginez Karim revenir au domicile de ses grands-parents. Il découvre son grand-père allongé, mort, et sa grand-mère là-haut assassinée. Qu'est-ce que je ferais à sa place? Je me précipite. Je me précipite sur les corps. J'essaie de les réanimer. Du sang partout, des corps massacrés. Je perds tout sens des réalités. Voilà ce qui lui est arrivé à Karim. Il entre, il serre ses grands-parents contre lui, il tache son t-shirt, son pantalon, jusqu'à la semelle de ses chaussures. Il a fait ce qu'on aurait tous fait à sa place. Et les photos le prouvent. Et si on avait fait fausse route depuis le début? Ouais, c'est tout à fait possible. Et si on avait fait fausse route? Mais oui, et si on s'était trompé? Et si tous ceux qui pensaient avoir raison n'avaient pas tort? Et si le 11 septembre n'avait pas existé? Et si Marilyn n'était pas morte? Et si les tsunamis étaient en fait des images de synthèse? Et si je m'appelais Dreyfus? Non, mais on rêve là! C'est plus des suppositions, c'est des suppositoires que vous nous mettez. Je lance le côté de terme. Et puis on n'a pas tous le petit boulot sur marche forcée, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais de là à nous faire avaler cette histoire. Si, ça tient pas debout votre affaire. On construit rien sur des si. Et si on ne s'était pas trompé? Vous voulez qu'on revote? Eh bien, votons. Est-ce que c'est possible? Oui, à main levée. Qui vote coupable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coupables. Et 2 non coupables. Tout le monde est d'accord? On n'a pas bougé d'un iota. Voilà ce que je vois, moi. Et si on vous dérange, vous nous le dites? Non mais... Vous cherchez à me ridiculiser, là. Et vous me mettez devant l'œil. Parce que l'intelligence, ce n'est pas de faire des études. Ça, c'est de l'instruction. Il ne faudrait pas confondre. La vraie intelligence, c'est le bon sens. Ah, on se calme. Est-ce que je peux fumer? Oui, si ça ne dérange personne, ça ne me dérange pas. Ah bah au point où on en est, je vois pas ce qui pourrait déranger. On peut ouvrir une fenêtre? Vous avez vu ce qui tombe? Vous voyez le vent là? Ouais, ben c'est collé sinon. Je veux juste renouveler l'oxygène. Alors 2 minutes, pas plus, hein, juste pour ventiler. Oui, il en a bien besoin, hein. Ouais, j'ai senti une goutte là. Ah, ça doit être dans votre tête. Non, 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 c'est sur ma tête. Ah, fuite repérée. Je ramène un seau. Vous voulez de l'aide? C'est pas possible. L'état de la justice aujourd'hui en France. Des fuites et des sauts. Et notre état à nous, et l'état des hommes, je veux dire de l'espèce humaine, femme comprise, et mon état à moi, désolée de vous interrompre, je m'appelle Élodie. Vous dites des fuites et des sauts, voilà l'état de la justice aujourd'hui. On commence par dire des choses comme ça, et très vite on en vient à s'en persuader. Et on passe au sujet suivant. On dit, les SDF n'ont que ce qu'ils méritent, et après, les restos du cœur, c'est pas toujours ceux qui en ont besoin qui en profitent. Et après, un arabe ça va. C'est quand ils sont plusieurs que ça pose problème. Et après, les femmes qui se font tabasser, elles n'ont qu'à divorcer. Et celles qui se font avorter, c'est toutes des putes.
on en arrive à tirer des conclusions hâtives. Et vous voyez, pour ma part, je ne peux pas m'imaginer cela. La justice, ce n'est pas ce que vous dites, madame. Moi, j'y crois. Je veux la rendre meilleure. Je veux qu'elle soit juste, la justice. Vous voulez que j'aille vous chercher à boire? Monsieur, J'aime beaucoup votre prénom, Élodie. Le besoin d'aller sera adopté, mais pas comme pour draguer, hein, suffit d'être juré. Voilà. Vous êtes un bout d'entrain. Oui, je suis pour les phases de décompression. Écoutez ça. Vous entendez? On fait le conservatoire, on étudie le solfège, on passe des heures sur son instrument. Et tout d'un coup, rien n'est plus parfait que cette musique-là. Et c'est déprimant. Pardon, ce que je veux dire, c'est que le temps passe et qu'il passe vite. Il faudrait qu'on accélère le mouvement. La veille, le père appelle la grand-mère. Ah, vous m'avez fait peur. Désolée, il y a un truc qui me chiffonne. La veille, le père appelle la grand-mère, sa mère donc. Karim est dans la maison avec ses vieux, enfin avec les grands-parents. Le ton monte, Karim se prend 2 beignes, la grand-mère hurle au téléphone. Il va nous tuer. Il y a du sens là-dedans. Elle devait sacrément avoir la trouille, la vieille. Enfin, la grand-mère, je veux dire. Mais si les choses étaient aussi simples, on ne serait pas là à dénouer le probable de l'improbable? qu'est-ce que ça prouve? Quand on dit de quelqu'un qu'il est enragé, ça ne signifie pas qu'il était mordu par un chien malade. Quand les hommes appellent leur femme au lapin, c'est pas toujours parce qu'ils veulent faire un ragoût. Bon, c'est surtout indélicat. Oh, ça marche très bien avec mon cochon. Bon, une expression n'est pas une preuve, une preuve, un élément à charge. Et quand je vous dis que vous me tuez, c'est pas pour ça que vous allez le faire. Bon, enfin, les mots ont un sens quand même. Ou alors on pourrait tout dire et n'importe quoi, n'importe comment. Rien ne serait jamais grave. Mais qu'est-ce que c'est que cette théorie? C'est pas parce qu'on exprime un désir qu'on va passer à l'acte. Hein. Un désir? Vous appelez ça un désir? Mais bon sang, ce mec-là, qui a été adopté par une famille qui l'élève, qui lui offre un foyer et de l'amour, a quand même réussi à aller piquer de l'argent dans la caisse du restaurant de son père. Voyez un peu l'esprit tordu de la Cosette de service? Et pendant ce temps-là, les parents triment comme des dingues pour essayer de sauver leur affaire. Et lui, il s'en tamponne de l'énergie qu'on déploie, à vouloir sauver ce qu'on a mis toute une vie à bâtir. Les dettes qui s'accumulent, et les employés qui vont se retrouver sur le carreau. À quoi bon aider un gamin en difficulté après ça? Moi, vous savez quoi? Si ça avait été mon fils, j'aurais porté plainte. Force de grossir le trait, ce n'est plus crédible. Vous n'écoutez pas les infos. Vous ne lisez pas les journaux. Moi, j'en entends tous les jours des histoires comme celle-là. Et les mères de ces gosses, elles disent: je ne comprends pas pourquoi mon fils, il a séquestré, il a tué, il a violé. Il est si gentil. Ce sont des gens à soucis. Mais quoi, c'est quand même pas raciste de dire ça? Ces femmes-là, ces mères, elles sont complètement dépassées. Il n'y a pas que les mères, hein, les pères aussi le sont. Bon, vous n'allez pas me reprendre à chaque fois que j'utilise le mot femme dans une phrase. Ce que je vois, c'est qu'elles obéissent au doigt et à l'œil à leur type, qu'elles sont enfermées, et quand elles sortent, c'est avec des voiles. Vous savez ce qu'ils font, ces types-là, quand ils reviennent de la mosquée? Ils changent de costume et ils dealent. Ils trafiquent. C'est pour ça qu'ils arrivent à se payer des voitures allemandes à 6 chiffres. Et vous, avec votre salaire de fonctionnaire, jamais vous vous payerez une voiture comme ça. Hein. J'ai déjà une voiture et elle me convient très bien. Mais l'esprit de contradiction. Ah, c'est merveilleux d'entendre ça. Oui, et ben c'est peut-être merveilleux, mais ce qu'il est moins, c'est qu'il y aura toujours et encore des histoires sordides et des vies sacrifiées avec ces gens-là. Personne n'a le monopole du sordide. Et qu'est-ce que vous en savez? Elle le sait. Elle le sait parce que l'expérience doit servir à quelque chose. Nous étions encore ici la semaine dernière à délibérer d'un double infanticide, des enfants de 3 et 5 ans. C'était un Français, un père de famille. Un jour, sa femme lui a dit: on va se séparer. On va se séparer parce que c'est mieux, on va se séparer parce que je ne t'aime plus.
Et lui, un bon père de famille, celui qui ramène le pain sur la table, il a complètement perdu les pédales. Il a mis ses 2 enfants dans les baignoires et les a électrocutés avec un sèche-cheveux. Ensuite, il a essayé de se suicider, mais lui, malheureusement, c'est raté. C'est la mère qui a donné l'alarme. Vous vous rendez compte le choc? Et le pire, c'est qu'à l'audience, cet homme a complètement nié les faits. Il a même dit qu'il ne se souvenait de rien. Oui, une sorte d'amnésie totale. Pourtant, il n'était ni arabe, ni africain, ni perse, ni croate. C'était un Français. Écoutez, je suis désolée pour cet homme, sa femme et ses enfants. Mais évidemment, vous êtes enseignante et vous médecin. Alors à vous deux, vous avez un catalogue des horreurs bien au-dessus de la moyenne nationale. C'est pas un concours là, hein? Un sèche-cheveux, vous dites? Oui. Vous vous souvenez de la marque? De l'arme du crime? Non. C'est quand même curieux cette histoire de sèche-cheveux. Parce que pendant des années, j'ai travaillé pour des grandes marques dans l'industrie légère. J'étais déjà seule à cette époque. Et je venais de décrocher un poste chez Radiola. 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 C'est ça, c'est la marque du sèche-cheveux, c'est Radiola, ça me revient. C'est ma toute première création. On peut revoter. J'aimerais changer pour une autre. Oh non, de l'air, j'en peux plus. Ouvrez les fenêtres. On n'ouvre pas les fenêtres. Non, ça va pas très bien. Ah, c'est tout ce procès, ces échanges qui me... Ah, ça passe. Ah non, ça va pas. Pardon. Je me lève pas. C'est à cause de dans la cuisine. J'avais 9 ans. On était dans la cuisine. Une famille heureuse est une famille heureuse. Tous les soirs, toutes les semaines, j'allais chez mon grand-père. Personne ne s'est jamais rendu compte de quoi que ce soit. Personne ne l'a jamais pris en flagrant délit de quoi que ce soit. Il était très habile, sans doute plus habile que d'autres. Il me faisait subir chaque soir de petites maltraitances. Il avait de petits gestes déplacés, humiliants, gênants, pervers, même déviants. La liste est longue. J'ai toujours soupçonné ma famille d'avoir su ce qui se passait et de l'avoir tué aussi. Mais je ne veux pas chercher de ce côté-là. Tous les soirs, quand j'arrivais chez mon grand-père, j'arrachais la page de l'éphéméride. L'éphéméride, c'est un petit calendrier rectangulaire avec une page par jour. Chaque jour, on retire une page et alors, c'est un dessin, un proverbe ou une expression qui se révèle. Oh, rien d'extraordinaire, mais tous les jours, c'est une surprise qui se révèle. Ce soir-là, je savais que je n'en pouvais plus de son emprise. Alors, j'ai enlevé une à une les pages de l'éphéméride et à la date de son anniversaire, j'y ai griffonné toute ma haine. J'ai vomi mon grand-père syllabe après syllabe, puis j'ai remis toutes les pages une à une. Le jour J, le jour de ses 58 ans, mon grand-père a ôté la page de l'éphéméride. Et il y a lu toutes mes insultes et mes accusations. Il est allé à la cuisine, il s'est pendu au lustre. J'avais 9 ans. Le soir, on l'a retrouvé dans la cuisine avec le petit feuillet marqué 27 mai à ses pieds. Le petit feuillet est passé entre toutes les mains. D'abord mon père, puis ma mère, puis ma tante, et puis mon oncle, et puis mes 2 cousins. Je me suis jetée dans les bras de mon père
Il m'a repoussée, doucement, très doucement. Il n'a rien dit, rien. Personne n'a rien dit. Ils m'ont tous prise pour une menteuse. C'est pourquoi, depuis ce jour-là, c'est pourquoi je ne veux plus d'enfants, je ne veux pas d'enfants. Je refuse toutes les promotions qui me sont données. Je suffoque dans l'isoloir les jours d'élection. Je m'évanouis sous la moindre pression. Alors aujourd'hui, oui, j'ai un doute et je veux m'exprimer. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce naufrage? Et c'est quoi ce jury? J'ai une question. Qu'est-ce que vous allez leur dire aux parents de Karine? Est-ce que vous ne pourrez pas fuir ce jour-là, hein? Faudra leur expliquer. Vous ne pourrez pas vous écrouler sur le trottoir devant ces gens qui ont tout fait pour que leur fils devienne quelqu'un de bien, qui auront été trahis. La guillotine, pure et simple, et basta! Vous avez 30 ans de retard, moi. Ah, c'est un fait. Si on établissait la peine de mort, ça en ferait réfléchir plus d'un. Mais ce serait peut-être déjà un peu tard, parce que c'est quand même très difficile de réfléchir quand on a plus de tête. Alors, je change de vote, je vote non coupable. Si, mais vous voyez pas comme les choses comme moi je les vois, c'est pas possible. Mais comment je les vois d'après vous? D'une façon trop personnelle, très... Très homosexuel. Ça ne me regarde pas. Et d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce que vous avez pensé. Parce que pour vous, être au chômage et être PD, ça fait beaucoup de tard. J'accumule les gens. Il manquerait plus que je sois juif, c'est ça? Donc vous en sortiez tout à l'heure, et si je m'appelais Dreyfus? Et si je m'appelais Karine? Et si 9 personnes allaient m'envoyer en taux pour le reste de ma vie? Je change de vote parce que mon intime conviction commence précisément là où se situe votre mauvaise foi. Alors je vote non coupable. Et point. Bon, ce serait peut-être judicieux de refaire un vote, non? Je sais très bien ce que j'ai à faire, je vous remercie. Alors que ceux qui votent coupable lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5. 5 coupables contre 1, 2, 3, 4 non coupables. On est d'accord? Vous avez changé de vote. Vous vous sentez mieux tous les deux. Ah ben c'est parfait. Je suis très heureuse pour vous. Ah ben maintenant on y va. On rembat tout et on se casse. Enfin en tout cas moi je me casse. Parce que je n'ai pas une âme aussi charitable que vous. Et puis franchement, j'en ai rien à foutre de la France, des Français, des Juifs, des Arabes, des PD, des coupables, des innocents, et de tout ce bordel dans lequel on s'enlise. Je vous rappelle qu'on est en démocratie. Elle en pense quoi, Elodie? Rien? Elle s'en fout? Elle aussi, elle voudrait se tirer avec moi et venir au concert, pas vrai? Non, mais il y a des moments où la minorité doit se rallier à la majorité. On négocie, on fait nos accords de Yalta à Paris, et puis c'est tout, et c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, quoi. On ne va quand même pas y passer toute la nuit. Dans 10 minutes, je suis partie. Je vais me mettre contre la porte et j'attends. Non, mais venez vous asseoir, ça ira pas plus vite. Dans 10 minutes, je me barre. Un point, c'est tout. Vous êtes là contre la porte et vous attendez, d'accord. Mais vous êtes en train de vous exclure. Après, c'est toujours trop tard. Qui veut prendre la parole? Pardon, j'aimerais parler du voisin. Quel voisin? Le voisin qui a vu sortir Karine de chez ses parents. Est-ce que vous y voulez à ce voisin? Son témoignage était tout à fait clair. Il a entendu un bruit de verre qui se casse. C'est la vitre du premier étage de chez les Bourdons. Puis il a vu Karine sortir et entrer à nouveau dans le pavillon. On ne peut pas être plus précis. Je sais tout ça, mais il y a malgré tout un hiatus dans ce témoignage. Un hiatus? Laissez tomber. Le grand-père, le voisin a dit qu'il avait entendu le bruit de la vitre. Mais il n'a pas entendu les cris. Quel cri? Le voisin a pu s'endormir dans la télévision. Moi, ça Non. m'arrive tout le temps. Non mais quel cri? Les cris des grands-parents. Deux personnes en train d'être massacrées, ça s'entend, non? Ça fait du bruit. Surtout que l'auxiliaire de ville les a nettement perçus ces cris après avoir passé le portillon. Peut-être qu'il écoutait la télé trop fort, votre hiatus. Peut-être. Ah, mais dans ce cas, je ne trouve pas très logique qu'il ait entendu les bruits de la vitre, mais qu'il n'a pas entendu les cris. Il y a tas de choses étonnantes, par exemple, il ne pleut dans cette salle.
de la télé où je l'éteins pour mieux entendre et je vais à la fenêtre. Et bien voilà, le vieux dormait, les bruits, comme moi, comme tout le monde, hein, les bruits de verre l'ont réveillé. Il est sorti, il a regardé par la fenêtre, il a vu sortir et entrer. Karim, c'est quoi bonjour? Et le pistolet? Le voisin a déclaré être élégant, avoir pris un pistolet dans le tiroir de son buffet. Il s'est par conséquent écoulé un certain laps de temps entre le moment où il est parti et le moment où il est arrivé à la fenêtre. Il a donc pu distinguer personne et surtout pas Karim. Oui, mais puisqu'il dit que c'est la même personne qui est entrée et sortie, il le dit, il a même juré. Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Bon, qu'est-ce qu'on est censé prouver? Que le voisin a bien vu Karim sortir par la fenêtre. Si vous voulez qu'on se remémore la scène, alors il faut faire intervenir Suzanne Blanchard, l'auxiliaire de vie. Son témoignage est fondamental. Rappelez-vous, le voisin est dans son salon, il somnole devant la télé. La grand-mère est dans la cuisine, le grand-père est dans le salon, et Karim à l'intérieur avec son tuteur. L'auxiliaire de vie arrive au portillon et elle nous dit: J'arrive au portillon. Je sonne une fois, deux fois. Je m'engage dans l'allée et là, cri du grand-père. Le voisin ne se réveille pas. J'arrive au portillon. Je sens. Je vois Karim à travers la fenêtre. Karim est maintenant à l'étage. J'ouvre la porte. J'entre dans le salon. Je vois le grand-père mort, étouffé dans son sang. Cri de la grand-mère. Le voisin ne se réveille toujours pas. Je monte l'escalier. Karim brise la vitre. Le voisin se réveille, il éteint la télé, prend le pistolet et va à la fenêtre. Le voisin n'a rien vu. Le voisin n'a rien vu. Il a pu le voir de loin. Elle n'a pas pu le voir sortir. Et il n'a pas pu le voir sortir, c'est le voisin, c'est masculin. Et moi, je vous parle de l'auxiliaire de vie et je vous dis qu'elle n'a pas pu le voir sortir. C'est elle, c'est féminin. Mais si, je l'ai vu. Furtivement, mais je l'ai vu. Elle n'a pas pu voir Karim sortir par la fenêtre. Elle entre, elle voit un corps, elle monte à l'étage, et là, elle... C'est ce que je vous dis déjà tout à l'heure. Il aurait déjà fui. J'arrive au portillon. Je sonne deux fois. Je m'engage dans l'allée. Crie le grand-père. Je vois Karim passer devant la fenêtre. J'ouvre la porte. Karim est à l'étage. J'entends le salon. Je vois le grand-père mort. Cri de la grand-mère. Je monte l'escalier. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte et... Elle n'a rien vu du tout. Elle n'est pas montée à l'étage. Elle est sortie, oui ou non? Demi-tour gauche, elle sort. Elle se retrouve devant la maison et elle appelle la police. Alors pourquoi avoir déclaré être montée et avoir vu le corps et Karim? Mais elle l'a vu. Et moi, je vous soutiens qu'elle n'a pas pu. C'est mathématique. Elle a menti pour ne pas avouer qu'elle n'est pas allée secourir la grand-mère. Et le voisin n'a pu identifier qui sortait de chez les Bourdons. Il en a déduit que c'était Karim, puisqu'il est revenu quelques minutes plus tard. C'est comme ça, on s'arrange avec la réalité, on triche un peu. Un demi-mensonge, une demi-vérité. Et le tour est joué. On peut aller dormir tranquille. Excusez-moi, mais dans ce cas-là, il n'y a plus beaucoup de témoignages valables. À supposer, et je dis bien à supposer, qu'elle n'a pas vu Karim sortir. Elle l'a quand même vu avant, au travers de la fenêtre. Monter à l'étage pour achever la grand-mère, je ne l'ai pas inventé. Elle a dit furtivement, c'est-à-dire de façon très fugace, très évanescente. Évanescente? Mais où est-ce que vous allez chercher ça? Vous connaissez les mots justes, vous avez fait des études, mais pas Suzanne. Alors furtivement ou pas, elle l'a vu. C'est vrai que furtivement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pchit. Ouais, c'est furtif, quoi. Si on part du principe qu'elle l'a vu, elle n'a pu le voir que de dos puisqu'il montait l'escalier. Ou mieux de trois quarts. Même de trois quarts, on vous reconnaît. Quelqu'un à l'heure? 2h15.
La vérité, c'est que j'ai eu peur. Et c'est tout à fait compréhensible. Vous rentrez dans une maison, vous découvrez un corps baignant dans son sang, vous ne vous attardez pas. Vous ressortez et vous alertez la police. Tout le monde ferait la même chose. Non, tout le monde ne ferait pas la même chose. Vous avez peur de rater votre train. Vous avez peur de ne jamais retrouver de travail. Vous avez peur de la vie à deux. Vous avez peur de perdre votre conjoint et vos enfants. Vous avez peur de ne servir à rien. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de la maladie. Vous avez peur des responsabilités. J'ai eu peur de mourir. On a tous peur. On aimerait être la peur pour ne plus avoir peur. Et vous? De quoi avez-vous peur? C'est l'heure, ça? Merde, c'est foutu. Toujours votre chemise? Mon concert, mon train, ma chemise, tout est foutu. Je peux prévenir personne, j'en ai ras-le-bol. Je vote mon coup. Ah bon, ça vous prend comme ça? Vous avez raté votre train, hop, oh, vous changez de bague. Vous en avez marre, hop, vous changez de bague. Vous avez une tache sur votre chemise, oh, vous changez de bague. Non mais ça va bien, vous! Mais ça va très bien. Ça va même mieux, en fait. Parce que maintenant, j'ai tout mon temps. Donc, vous votez non coupable. Oui. Vous êtes rusé, hein. Et je pense que vous connaissez des personnes très bien placées qui auraient pu vous éviter d'être juré d'assises. Et en plus, avec un bon certificat médical, vous auriez pu échapper à cette obligation. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime ça. J'aime voir les gens souffrir, les gens douter, les gens se traîner dans la boue et dans le sang. Ça m'excite. Alors cette histoire de cutter là et de langue arrachée, c'est quasi l'orgasme pour moi. Je plaisante. Pourquoi? Par curiosité. Parce que je voulais voir ça de près. Comment ça fonctionne un être humain? Comment ça s'écroule? Comment ça se relève? Comment ça détruit? Pourquoi? Mais comme tout le monde, pour exister, pour me donner de l'importance et pour briller en société. Pourquoi? Par humanité. Parce que je suis et je reste malgré tout un être humain. Je vote non coupable parce que c'est mon intime conviction. Vous êtes quelqu'un de bien. C'est une fille bien. Une artiste. Passons au vote. Coupable. Merci de lever la main. 1, 2, 3. Et vous votez quoi? Et vous, Élodie? Je peux vous appeler Élodie, moi aussi? Vous votez quoi? Vous votez pourquoi? La vérité, c'est que vous commencez à bien l'aimer, ce Karim, hein? Et même vous vous attachez à lui. Mais vous avez raison, parce que dans le fond, c'est un bon petit gars. Alors, on va tous voter non coupable, et dans 5 minutes, on se retrouve ensemble, on boit un verre au bar, on discute, on se tape sur l'épaule, on se dit des horreurs en riant parce que ça passe mieux, et puis on se sépare. Chacun est soulagé. Tout le monde se dit ouf, j'entendrai plus jamais parler d'eux ni de cette histoire atroce. Et la vie repart. Mais un jour, en revenant des Galeries Lafayette, vous prenez le métro. Il y a du monde. Mais vous vous dites que dans une ou deux stations, tous ces connards vont sortir et que vous pourrez vous asseoir. Et à Montparnasse, tout le monde descend et vous vous asseyez enfin. La rame est quasiment vide. Vous étendez vos jambes, vous sortez votre iPod et vous branchez vos écouteurs. Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Du jazz, de la variété. Du jazz. Vous rêvez d'être chez vous. Et vous servir un verre de vin blanc bien frais. Et à la station suivante, un type dans votre rame. Il s'en prend une petite vieille, lui pique son sac et il la jette au sol. Et son visage ne vous est pas inconnu. C'est Karim, vous en êtes persuadé.
Alors vous vous levez. Les jambes sont lourdes. Vous avez peur, vous y allez doucement. Vous approchez de lui. Vous lui expliquez, vous lui rappelez le procès, l'acquittement qui en a découlé. Ah, il vous écoute. Il est sympa. Vous le tenez par le bras, comme le ferait une grande sœur. Et tout à coup, il sort son cutter et il vous éventre. Et il vous dessine un beau sourire qui part d'une oreille à l'autre. Et pour vous empêcher de crier, il vous tranche la langue, juste comme ça par habitude. Il vous chope votre sac, vos écouteurs avec Ella Fitzgerald et il détale. Et personne n'a bougé. Et vous, vous êtes morte. Et vous allez faire 3 fois le tour de la ligne. Parce que les gens ne veulent surtout pas se mêler des affaires des autres. Et ce qui les intéresse, c'est d'avoir la vie sauve. Voilà, Elodie, voilà ce qui vous attend. Mais c'est n'importe quoi. Excusez-vous. C'est pas la peine. Je vote coupable. Vous êtes fiers de vous, j'espère, hein? Calmez-vous, espèce de sadique. Et lui, il dessine, on a un cran, il dessine. Oui, ça me calme. J'aimerais que tout le monde reprenne ses esprits. Donc, vous changez de vote. Ce qui nous fait 5 votes coupables et 4 votes non coupables. On est d'accord? Karine n'a pas pu tuer son grand-père. Les entrailles, on le voit bien, elles partent du haut vers le bas sur les scènes de crime. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas possible. C'est une personne plus petite que son grand-père et plus petite que Karine qui a fait le coup. C'est ni fait ni à faire. C'est bien de savoir combien de mesures Karine a son grand-père. Son grand-père est plus petit que Karine. Il n'a pas pu le tuer de haut en bas. C'est tout ce que je vous dis. De ce côté-là, mon oreille n'entend pas très bien. C'est le bruit des pistolets mitrailleurs. De 40 pistolets mitrailleurs qui tirent tous ensemble, tous les jours, toutes les nuits. Pour sauver quoi? Pour sauver qui? Pour défendre quoi? Personne ne peut parler de la guerre tant qu'il ne l'a pas faite. Ça dévie la loi, mais quand est-ce que ça va se terminer? C'est au cœur des choses qu'il faut agir, disait l'adjudant, pour atteindre l'ennemi là où il n'imaginerait pas qu'on allait le chercher. On nous a donné des poignards, montré comment s'en servir. Et les gosses, les petits, quand ils tentent de s'échapper, c'est de bas en haut qu'il faut les planter. Et leurs grands frères, leurs cousins, leurs parents, s'ils sont plus grands que vous, c'est de haut en bas. Alors ils sont entrés dans le village. Et moi aussi. Et je tenais mon couteau. Et le soleil tapait. Et je me suis effondré dans le sable. J'ai vomi. Et tout s'est mélangé dans ma bouche. La bile, le sable, les aliments. Les pierres. Je sais pas. C'est un gosse qui a fait le coup. Un gosse de 12 ou 13 ans maximum. Personne ne s'est méfié. Et le grand-père lui ouvrait la porte. 12 ou 13 ans, je vous dis. Et tout spécialiste des armes blanches vous le dira. C'est toujours de haut en bas quand la victime est plus grande que son agresseur. Comme une fermeture éclair qu'on ouvre. Alors maintenant, foutez-moi la paix tous. Vous voulez une cigarette? Je vous ai demandé de me foutre la paix. Pour un mari démon. Et ce môme qui aurait tué les grands-parents, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que Karine comprenne un message et il l'a compris. Et quel message? C'est Karine qu'il cherchait, c'est Karine qu'il voulait envoyer à la morgue. Ce sont des enfants. Et ils tuent d'autres enfants? Leur seule défense, c'est l'attaque. Vous devriez pouvoir commencer aux urgences. En 5 ans, la situation a empiré. Avant, on recevait des malades mentaux, des ivrognes, des accidentés de la route, des repas de famille qui avaient mal tourné, des légumes restés coincés dans certaines parties intimes du corps humain. C'était un défilé permanent. Mais maintenant, on voit des enfants, victimes d'autres enfants. Parfois pour quelques dizaines d'euros. Ce ne sont pas des monstres pour autant, non. Ce sont des animaux sauvages qui défendent leur petit territoire, le seul qu'on ait bien voulu leur laisser. Et ça s'accentuera, et ça s'amplifiera. Tout ça jusqu'à l'implosion. Mais bon sang! Il a tout avoué pendant sa garde à vue.
Et lorsque la police l'a récupéré sur les lieux du crime, il a même dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce qu'il l'est. Expliquez-moi. Il est quoi? Coupable? Il l'est, oui. Enfin, il se croit coupable. Il endosse le crime à la place d'un autre pour sauver sa peau et celle de ses parents. Je ne comprends pas. Il a volé de la drogue ou l'argent de la drogue au caïd de la cité. Il doit rembourser, il ne rembourse pas. Alors, on envoie une petite frappe au domicile des grands-parents et cet apprenti tueur fait un massacre. Je ne comprends pas davantage. Karim a voulu doubler un petit trafiquant. Il a mis le doigt dans l'engrenage et le piège s'est refermé. C'est un enfant perdu, totalement perdu. C'est l'histoire d'un enfant qui vient des Comores. C'est l'histoire de Karim. Il est né là-bas. Son père ne l'a pas reconnu, sa mère l'a mis en pension. Il a appris à marcher là-bas entre le ciel et l'eau avec ses frères et sœurs d'orphelinat. Un jour, des parents sont venus et lui ont donné leur nom. Il a été adopté. Il est arrivé sur cette terre qui ne ressemble pas à celle qu'il avait connue. Et un père et une mère lui ont donné leur amour. L'amour, c'est bien le même partout. C'est bien le même amour, non? Alors maintenant, en cet instant précis, qu'est-ce qu'il fait? L'amour est le même partout. Vous voulez que je vous parle de mon père? Vous voulez que je vous raconte mon enfance? Mais j'en ai des tonnes, des souvenirs. Ils sont splendides. De la glace à la fraise, aux balades en montagne. De ma première cuite à la tequila. À ma dernière cigarette écrasée au tibet. Et le petit billet que je trouvais par hasard dans la poche de mon blouson quand je faisais mûr. C'est ça la complicité entre un père et une fille. Ça doit se voir. On doit t'envier, tu dois être un exemple. Alors, pour ne pas oublier, pour ne jamais oublier, j'ai aligné tous ces moments, les uns à côté des autres, dans un petit carnet. Je les vois. C'est dommage, je n'ai pas sur moi. Je peux dire que je suis partie vite ce matin. Je peux dire que tous les matins je pars très vite. Je peux dire que tous les soirs je rentre très tard. Faut dire que mon mari ne parle plus. Faut dire que mon fils s'est tiré et qu'il ne reviendra pas. Faut dire que je suis pas une mère modèle. Parce que j'ai pas eu de père modèle. Parce que j'ai pas eu de père du tout. Parce que j'ai pas eu de parents du tout. Et dans mon petit carnet, il y a autant de mensonges que de souvenirs. Elle n'est pas très glorieuse ma vie, hein. Elle n'est pas très brillante. Mais depuis que mon fils a claqué la porte de la maison, tout me revient sans cesse. Tout remonte à la surface depuis mes origines. J'ai l'arbre généalogique incrusté dans la chair, dans les os. Et j'ai beau scier les branches, ça repousse comme du chien-dent. Et ça recouvre tout le mur. Mon père, il a 40 visages. 40 prénoms, 40 femmes et des centaines d'enfants qui puissent le sang. C'est pas moi. Pas moi. Moi, je ressemble à personne. Personne n'a jamais voulu de moi. Je ne devais pas rentrer dans les critères de sélection. Je sais pas. Trop grande, pas assez souriante, peut-être trop grosse à l'époque, pas assez belle. Peut-être simplement trop fine. Pas comme il faut. Pourquoi je vous raconte ça, moi? J'aimerais voter. Et je vote non coupable. Moi aussi. Pareil. Non coupable. Non coupable. Non coupable. Comme vous. Non coupable. Ok, allez, on se casse. Et bon vent, Karim. Vous rentrez comment, à pied? Restez
ici, nous n'avons pas terminé, s'il vous plaît. Ah bon? Je vote coupable. Qu'est-ce que vous dites? Je vote coupable. Écoutez, je sais bien qu'il est innocent. J'en étais intimement convaincue avant même la fin du procès. Mais si on le laisse sortir, les assassins de ses grands-parents vont lui tomber dessus, c'est évident. Ils n'attendent même que ça. Vous saviez depuis le début, vous n'avez rien dit. Mais si on le relaxe, je suis convaincue que je le retrouverai dans mon service pour constater son décès avant l'autopsie. Mais si on le met en prison, il ne tiendra pas un mois. Le poursuivront jusque dans sa cellule. La prison, c'est la mort assurée. Et lui laisser la liberté, c'est l'abandonner. On ne peut pas l'envoyer en prison, ce n'est pas possible, il est innocent. Et sinon, on l'abandonne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas notre responsabilité. Il y a un père, une mère, une famille, mais qui sont tout autant en danger que lui. Les assassins de ses grands-parents s'en prendront à ses parents. Et ça, tant qu'il n'aura pas remboursé sa dette. Et ensuite, ils supprimeront Karim, à votre avis. Donc pourquoi son père nous a demandé de le garder en prison? Mais quelle misère, c'est... On peut se décider là, j'ai mon gosse qui m'attend. Je vous répète que laisser Karim sortir relève de la non-assistance à personne en danger. Écoutez, faisons un tout dernier vote, s'il vous plaît. Si vous votez tous non coupables, alors je me rallierai à votre décision et Karim sera libre et abandonné à son destin. En revanche, si un seul d'entre vous pense comme moi qu'il faut le garder en prison, alors il nous faudra recommencer. Regardez, le jour se lève. J'ai une idée peut-être. Je crois même que c'est une bonne idée. Vous croyez qu'il pourrait se plaire en Ardèche? Non coupable. Merci aux comédiens, donc on peut encore les applaudir. Merci à Christophe, Élodie, Lily, Marie, Nicolas, Virginie, Caroline, Christine, Jean-Luc. Merci à la régie. Et grosse pensée aussi à Glenn, à notre 10e, parce qu'on était 9, mais on était 10. Glenn qui malheureusement ne peut pas participer à nos représentations, mais on a gardé ses voix off et coupé légèrement pour pouvoir fournir ce spectacle. Merci à vous tous.